Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode spécial pour les prospects pour la draft. Et oui, on a encore avec Ryan. Ryan, comment tu vas? Bah écoute, ça va Joe, ça va. Eh ben, eh ben, c'est très bien. Petit instant promo pour ceux qui l'ont manqué, ceux qui l'auraient manqué. Voilà, il y avait l'épisode mock draft vendredi soir, le 11 avril. Donc, il est déjà dispo en replay donc sur la chaîne YouTube et il est dispo aussi en podcast sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas. C'est le petit instant promo et on va en profiter. Donc aujourd'hui, on va parler sur cet épisode, on va parler des intérieurs all-line avec Ryan. Et il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Ryan, tu t'es éclaté sur le scouting là, sur ces joueurs-là, ça a été? Ouais, franchement, ouais, ça va, ça Ouais. va. Ok. Il me semble qu'on en avait parlé sur un autre épisode, je crois, celui des DT, il me semble, où je te disais que justement, en fait, t'avais beaucoup de profils différents Mm. sur cette draft et que c'était ça qui était cool justement. Donc ouais, je me suis amusé. Il y avait pas mal de profils différents. Parfait, parfait, parfait. On y va aussi tout de suite. Ça va être top parce que, bah, hop, je le partage comme à chaque épisode pour ceux qui suivent sur la chaîne YouTube et qui l'ont encore pas vu. Voilà, vous pouvez retrouver le site www.thetripplay.fr sur internet. Les fiches draft de Ryan Eval, ça sort plein pot en ce moment. Il y a déjà 5 pages de fiches de prospect. Donc, si vous êtes en retard, je vous invite à faire comme moi. Vous mettez l'appareil en vocal et ça vous raconte tout comme ça. Ça permet d'éviter le retard. Mais j'ai trouvé cette astuce et ça m'aide bien évidemment parce que là, quand je suis parti toute la semaine au travail, c'est pas toujours simple. Et du coup, bah voilà, ça permet de rattraper son temps ou de le mettre pareil dans la voiture. C'est comme un podcast. Ça lit pendant 10 minutes et on est tranquille, on écoute. Et c'est vrai, Ouais. ça fait pas trop de coquilles. Non, 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 bah après, voilà, il y a de la traduction par moment, faut faire attention. Quand tu connais les termes, ça va. Mais non, non, c'est plutôt bien traduit. C'est plutôt bien Ok, traduit, ouais. ok. Ouais, voilà. Ah bah Donc, c'est cool parce que je sais que justement il y a pas mal de personnes qui nous demandaient pourquoi on avait arrêté justement les formats podcast avec Valentin et on leur avait dit justement que ça leur permettait les articles de revenir dessus sans trop galérer à trouver le joueur. Et exactement. donc ouais, ça peut être une bonne alternative. J'avais pas pensé à ça, ouais. Ouais. Donc, faut aller dans les paramètres du téléphone et vous pouvez lire l'article, vous faites un copier, hop, vous sélectionnez tout ce que vous voulez qu'il lise et puis c'est parti, voilà. Donc, c'est plutôt sympa, voilà. Moi, j'ai fait comme ça sur certaines, mais là, je suis vraiment en retard. J'ai quasiment 8 fiches de retard, mais ça va se rattraper, ça va se rattraper. Il y avait beaucoup de projets en ce moment sur la chaîne, donc on va éviter de tout mélanger et de prendre son temps, mais on n'est pas à la draft. Je serai prêt le jour J de la draft, de toute façon. À, J'aurais tout lu, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y en a qui sortent toujours après, même après la draft, parce que vous pouvez pas être tout publié. La plupart du temps, il y en a toujours qui sortent après. Donc voilà. On y va, Ryan. On va tout de suite aller sur les intérieurs all-line et on va tout de suite, on va aller sur le premier joueur qu'on présente sur cet épisode. On va parler de Jared Wilson, le centre de Georgia. Alors, j'ai mis après les conseils de Ryan, là par contre, je lui ai demandé parce que je sais pas trop quoi mettre pour lui et on a mis projet. Voilà, c'est vraiment Ryan. Je vais te laisser le présenter. Voilà, c'est quand même voilà, un joueur qui joue à Georgia, il joue en conférence sec, c'est quand même voilà, c'est plutôt un bon joueur, mais il y a encore beaucoup à faire sur lui et on sait que le poste de centre, c'est l'un des postes les plus importants aussi le plus important sur la O-line hein, pour moi. C'est là que tout démarre. Donc je te laisse en parler Ryan. Clairement, Jared Wilson, joueur projet, joueur qui a pris pas mal de valeur, pas mal de hype là après sa belle performance au combine, parce que justement, qui dit Georgia dit un certain style de joueur et donc notamment un joueur avec déjà un gabarit pour la position qui est très sympathique. Hein, 6'3 pour un guard, ça commence à faire petit. Parmi les centres, 6'3, il est clairement dans la moyenne. 310 pounds, donc on est quand même sur un joli bébé au poste de centre, mais c'est surtout sur ses capacités athlétiques plutôt axé mobilité, où Jared Wilson a vraiment pété la baraque, mais bien comme il faut. Faut savoir que donc à partir du moment où un joueur participe au combine, ses performances sont classées par pourcentage en fait. Souvent, vous pouvez voir ça dans certaines fiches américaines ou carrément sur des sites américains
qui traitent de la draft, vous voyez des percentiles. Les percentiles, en fait, ça prend tout le pool de joueurs, tout le pôle de joueurs qui a été au combine à cette position. Et en fait, selon tes performances, plus tu vas avoir un percentile haut, plus ça veut dire que tu t'en es bien sorti par rapport à la concurrence. Et pour le coup, Jared Wilson, tu regardes sur tous les drills que les gens aiment regarder, le 40 yards, sa performance au 10 yard split, son 20 yard shuttle, il est quasiment dans le top 90% à chaque fois. Sur certains, il est dans le top même 96%, c'est-à-dire que vraiment, il a éteint 96% de la concurrence de l'histoire du combine. En fait, suite à ça, il a pris énormément de valeur, c'est-à-dire que les gens le voient comme un athlète exceptionnel. Maintenant, le problème que j'ai moi avec Jared Wilson, c'est que je pense qu'il se présente un petit peu tôt à la draft. Je pense qu'il va jouer justement sur le fait qu'il ait 21 ans et qu'il aille sur ses 22 ans en mai pour justement garder une certaine valeur en tant que projet. Mais là où je pense qu'il a déconné, Jared, c'est surtout sur l'équipe qu'il a choisie. Il a voulu aller à Georgia parce qu'on sait ça forme des mecs à la NFL. On sait que ça donne un certain pédigré. Mais je trouve vraiment pas que Georgia, ça a été le meilleur fit pour lui en termes de système. Les capacités athlétiques de Wilson, comme j'ai dit, c'est surtout sur sa mobilité, mais je trouve qu'il a un vrai manque de puissance et c'est assez étonnant quand on connaît un petit peu les profils sortis de Georgia les autres années. Donc le mettre en fait dans un système vraiment axé sur le power run, sur les capacités athlétiques, donc de puissance, on sait que Georgia, ça aime avoir des 1 contre 1 pour pouvoir dominer avec sa puissance. Bah en fait, Wilson a eu beaucoup de mal. C'est-à-dire que il y a certains matchs où il y a des vrais flashs, mais il y en a d'autres où c'est une catastrophe. Par exemple, si vous regardez son match face à Ole Miss, par exemple, mais le match est catastrophique. J'en parlerai un peu plus précisément dans mon article, mais si vous regardez que le match d'Ole Miss et que vous vous faites votre avis sur ça, vous vous dites, mais ce mec-là, moi, je le drafte pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai projet à faire. Les capacités athlétiques sont là, mais techniquement, Jared a encore énormément de soucis. Et comme je vous dis, moi, il y a un déficit de puissance que j'apprécie vraiment pas et qui me fait peur, notamment pour la suite. Donc, quand on sait ça, on se dit que ouais, le joueur a vraiment ce côté athlète qui peut intéresser, mais il faut vraiment le développer sur beaucoup d'aspects techniques. Et je pense que Jared pourrait potentiellement être une vraie révélation s'il va dans une équipe qui joue un schéma offensif beaucoup plus mobile, avec beaucoup plus de zones, type Shanahan aux Niners, type Dolphins, tu vois, type McVay, où en fait justement on demande à ces O-line d'être très mobiles, d'être agiles, et où en fait je pense que Jared pourrait vraiment briller à cette position-là, puisque en fait, le schéma s'appuierait sur ses forces et un petit peu moins sur ses faiblesses. Par exemple, je pense que Wilson aux Ravens, ça serait beaucoup plus compliqué parce que justement, c'est beaucoup plus axé power run. L'autre point aussi, c'est peut-être un décalage au poste de guard, c'est-à-dire que là, à Georgia, il a joué centre, mais justement, on sait que centre, c'est compliqué, ça te demande de snapper la balle et ensuite de pouvoir engager ton bloc. Jared a du mal, comme je te dis, sur certains points techniques, donc le fait de lui retirer l'action, de devoir snapper le ballon, ça lui permet en fait de vraiment se concentrer sur son bloc. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. Ça pour le coup, j'en sais rien du tout. Il faudra voir avec l'équipe qui le sélectionnera. Mais ouais, voilà. Du coup, Jared Wilson, moi je le vois vraiment comme un projet qui peut être sympathique, mais du coup je le vois peut-être un petit peu plus bas que le consensus. Suite à son combine, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se hype vraiment et qui le voient, j'allais dire très très haut. Non, pas très très haut, ça le voit quand même comme un intérieur O-line, donc plutôt au 2e jour de la draft, mais moi je le vois un petit peu plus bas. Je pense que s'il est encore présent au 4e tour, là tu peux commencer à vraiment y réfléchir parce qu'il y a quand même énormément de travail. Hein. Moi je n'ai pas été convaincu, je crois que je me suis fait 5 ou 7 matchs, je crois, de Jared Wilson, et comme je vous ai dit, il y a du bon, mais il y a aussi du vraiment mauvais. Donc très clairement, moi je partirais pas sur un centre titulaire. Je pense qu'il va falloir le laisser en couveuse pendant au moins une saison. Et même après cette saison-là, s'il ne montre pas une vraie progression en termes techniques et aussi en termes de puissance sur son haut du corps, c'est possible qu'il ait besoin encore d'une autre année, tu vois, de développement. Donc
moi, personnellement, à partir du moment où tu as besoin de 1 an ou 2 de développement, je suis pas si sûr d'aller te chercher en fait au jour 2. Ok, ok, ok. Oui, pour situer à peu près, donc voilà, moi, tu t'as anticipé ma question. J'allais dire, l'année dernière, il y avait JPG, Jackson Power Johnson, qui était le centre d'Oregon, qui était même attendu presque fin de premier tour, et c'est vraiment le poste qui l'a fait descendre légèrement à la draft, hein, faut être clair. Là, on est très loin d'un JPG, quoi. Pour faire Ouais. simple, c'est pas le même Ouais, niveau, ouais. quoi. Hein. Ah ouais, non, clairement pas. Voilà. Il y a, Ok. y a bien 2 classes, voire 3 classes d'écart avec Jackson Powers Johnson. Voilà. Comme je te disais, moi, JPG, j'avais aucun souci à le prendre en fin de premier, même si je le voyais encore une fois un petit peu plus bas, mais de toute façon, ça tu le sais, je suis généralement un petit peu plus dur que le consensus. Mais j'avais pas de peur avec JPG si tu me disais que tu le mettais titulaire dès son année rookie. Jared Wilson, comme je te dis, à moins d'un replacement au poste de guard et vraiment de le mettre dans l'environnement parfait, c'est-à-dire une offense un petit peu plus mobile et qui mettrait en valeur ses qualités, même là déjà, je me dirais, oh, je sais pas s'il serait capable, tu vois, d'être bon en NFL vu le niveau qu'il y a en face. Mais si tu le laisses centre et que tu le mets dans un mauvais environnement, c'est carrément un nom, un gros nom. Tu vois, je suis Ouais. pas pour du tout. D'accord. Et oui, justement, de drafter des joueurs hauts comme ça, comme lui, il n'y a rien de tel pour leur mettre la pression et du coup, ça les oblige de les faire presque jouer tout de suite. Et c'est la grosse erreur avec des joueurs comme ça. Il faut le laisser, comme tu dis, travailler. Et par contre, ça peut être ton joueur d'avenir pour plus tard, mais laisserons, voilà, Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est, justement, tu as voilà. vraiment ce côté athlétique qui fait rêver les GM et les coachs de te dire j'ai un athlète vraiment incroyable et je veux le développer, en faire un joueur de foot. Bah là, c'est clairement ça avec Jared Wilson. Comme je te dis, en fait, il a vraiment, pour le coup, c'est un extraterrestre sur ce qu'il est capable de faire et sa mobilité. Et je me dis vraiment que ouais, un mec comme ça, bah, que ça soit au poste de centre ou encore plus au poste de guard, dans certaines attaques avec beaucoup de décrochement, avec beaucoup de screen pass, il peut vraiment faire du dégât, quoi. Mm, mm, mm. Ok, ok, ok. Voilà, vous avez les avis sur Jarrett Wilson, voilà, comme moi je suis un peu comme Ryan. Moi, dès que ça s'enflamme au combine et tout, je me méfie toujours un petit peu parce que c'est pas ce qui me fait rêver le plus. Et voilà, c'est aussi c'est aussi le rôle des insiders, hein, de faire monter les gars et tout, et de les faire descendre et par rapport à leurs résultats, les tests athlétiques, tout ça. Mais voilà, et on vous a présenté Jarrett Wilson complet. Il peut être replacé en guard après. Voilà, il faudra voir ce qui se passe pour lui. On va enchaîner, Ryan. On va partir sur un autre joueur et on va partir direction. Là, ce coup-ci, on va aller direction Purdue et on va aller parler de Marcus Mbo, pareil, junior, 21 ans. C'est pas souvent qu'on présente les joueurs de Purdue. Là, moi, j'ai mis en qualité intelligence parce que ça me paraît quand même un joueur très intelligent. Moi, qui suis un peu Stuffak un petit peu parce que j'aime bien l'histoire de Purdue et tout la petite pareil, l'entrée sur le terrain, c'est toujours sympa, c'est toujours agréable à voir. Et puis bon, George Karlaftis qui sort de Purdue aussi, donc ça aide à regarder un peu plus aussi, mais je regardais déjà bien avant. Mais du coup, Ryan, Marcus Mbo en tant que guard, pour toi, tu le résumes je sais que t'aimes pas le mot, mais de les classer comme ça, mais intelligence, c'est le mot qui convient pour lui ou pas? Je saurais pas te dire intelligence vraiment, mais par contre, s'il y a un truc que je mets à son crédit, c'est clairement sa mentalité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se voit sur les tapes et c'est notamment un de ses points forts selon moi, c'est que ce gamin est exemplaire, il a une mentalité exemplaire, il a la mentalité de ce que je recherche en fait sur la ligne offensive. Et ce qui résume un petit peu le mieux ça, c'est le nombre de reps que j'ai pu voir sur les images où en fait il fait pas un bon taf, où il se fait un petit peu manger, mais où il abandonne pas le bloc. C'est-à-dire qu'au final, ça devient, il fait un espèce de bloc qui est tout sauf élémentaire, ça ressemble à rien, mais le mec se dira pas, oh merde, j'ai perdu la rep, fait chier, et en fait pendant qu'il se dit ça, son QB se fait démonter la gueule. Il va se dire putain j'ai fait de la merde, mais il se le dira peut-être après coup, mais sur le moment il va faire n'importe quoi, mais s'il faut il va finir à se faire traîner en arrachant le maillot du mec
ou essayer de le balayer avec ses jambes, ou il va essayer de faire un truc pour en tout cas protéger son QB. Je te donne des exemples sortis de mon chapeau là, hein. C'est pas ce que j'ai vu sur les tapes, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre le truc de le gamin en fait il abandonne pas, même s'il se fait dépouiller, bah, s'il faut il se cassera la jambe, mais il essaiera de faire en sorte que son QB prenne pas de coups ou que son porteur de balle prenne pas de coups. Et moi c'est le genre de mentalité que j'adore. C'est vraiment un truc que je voyais par exemple l'année dernière avec un Dominique Pougny de Kansas, où je te disais des fois il perdait sa rep, mais il était quand même capable de pousser un petit peu le joueur ou de mettre son corps en opposition pour faire en sorte d'avoir un bloc qui soit clutch, tu vois, et qui fasse la différence. Bah ça, je l'ai retrouvé chez Marcus. Faut savoir que Marcus à Purdue jouait tackle, et que je l'ai longtemps plutôt laissé au poste de tackle moi dans mon évaluation, parce que justement j'avais pas les mesures officielles et que ça me plaisait ce que je voyais au poste de tackle pour un développement futur, pas pour un joueur qui aurait été titulaire day one, mais plutôt pour un mec à former, justement pareil, à mettre en couveuse. En plus il a un âge qui est assez jeune, donc justement ça te permettait d'avoir ce développement là. Maintenant, on connaît la NFL, on sait à quel point les mesures sont importantes. Et en fait, bah, avec les mesures officielles, on a vu que voilà, Marcus Mbo était plus proche des 6-4. Donc moi-même, déjà, je trouve ça un petit peu petit. Mais c'est surtout son envergure. Son envergure, il a été mesuré à, je crois, vraiment 32 pouces. Et c'est clairement en dessous de ce que les mecs en NFL recherchent. C'est vraiment le truc qui, ça y est, la case, elle a été cochée. Il sera pas tackle. Donc à partir de là, moi-même j'ai dû revoir en fait mes tiers à la baisse. Mais voilà, pour être honnête avec vous, moi de base je l'avais dans mon tiers 2 des tackles. Et après les mesures officielles, bah forcément je l'ai fait descendre dans mon tiers 3, voire tiers 4 au poste de tackle. Mais par contre, ça me l'a automatiquement en fait décalé en garde. Et en garde, je l'ai clairement dans mon tiers 2 des guards. Parce que le mec je le trouve hyper mobile. C'est intéressant déjà d'avoir cette mobilité, comme je le disais avec Jared Wilson. Je le trouve par contre un petit peu trop léger. Il va falloir qu'il prenne un petit peu de gab. Je pense qu'une petite dizaine de pounds en plus, ça lui ferait du bien. Son envergure, ça devient plus un problème parce que du coup, il se retrouve à l'intérieur, donc il aura l'aide de son centre et de son tackle. Mais par contre, tu gardes cette mobilité. Tu gardes ce côté vraiment mentalité au top, ce qui veut dire qu'il sera capable d'aider. Tu as vu des fois quand les guards ils se retrouvent sans personne à bloquer, on sait que tu as des guards vraiment... les top guards de la ligue, ils seront capables d'aller faire le tour carrément et d'aller mettre un pet à un mec qui a battu leur tackle sur l'edge, où il sera capable de venir aider sur son centre. Donc ça, c'est le genre de choses que j'aime bien voir. Il a une bonne lecture du jeu, il a une bonne vision, il a un bon football IQ. Forcément, ça va l'aider en étant placé en guard. Donc vraiment, moi, Marcus Mbo, c'est un mec que j'avais vraiment dans mes sleepers au poste de tackle. Bah, les mesures font qu'il ne pourra pas jouer tackle. Pas de souci, tu le décales en guard. Je pense qu'il y aura un petit temps d'adaptation au niveau de son footwork et tout pour se mettre au niveau. Mais au final, on reste sur le même délire. C'est-à-dire qu'en tackle, je le voyais être placé en couveuse 1 an. Bah écoute, en guard, il va être placé aussi en couveuse 1 an ou une demi-saison avant de se mettre au niveau. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Marcus Mbo. Et moi, j'apprécie énormément le profil. Ouais. Ouais. Moi, tu vois, là, par rapport à ces mesures, je l'avais annoncé à 6-3, donc je l'annonce un peu en dessous de toi. Et je l'avais avant le combine, même ESPN l'annonce à 6-5, tu vois. Et là, j'avais vu 6-3 et toi, tu as 6-4. Bon, bah, en même temps, les mesures, c'est jamais. Puis là, j'ai pas repris depuis le combine, donc j'avais fait les fiches parce que tu m'avais donné les noms bien avant. Mais si ce joueur, pour moi, est intéressant parce que il a joué tackle et là tu vas le replacer en tant que guard moi j'aime bien les joueurs qui sont capables de jouer d'être transformés en position et d'avoir cette intelligence. Et moi ce que j'aime bien chez lui, c'est comme tu as dit, sa mobilité et surtout sa mobilité latérale. Je trouve qu'il va très très vite sur du droite ou gauche et ça, mais c'est bam, je trouve que ça, en fait il comprend tout de suite le jeu quoi en fait, et je trouve que il comprend tout de suite ce que la défense aussi adverse propose, et c'est pour ça que j'ai mis un peu intelligence. Après moi comme je dis hein, je suis extérieur, moi je suis pas, j'ai jamais été sur un terrain et je préfère le dire, voilà, moi c'est mon avis à moi, c'est mon visuel, la preuve, je t'ai même pas, on se concerte pas pour les qualités du joueur, voilà, c'est ce que j'ai mis moi, ce que je ressens. Ça me paraît, voilà, comment dire, présenter ce joueur intelligent parce que il est capable
il est capable de faire beaucoup de choses. Et moi, je dis, je le valide. L'équipe qui va le prendre, je pense qu'ils feront vraiment une belle affaire, quoi. Voilà. Ouais, surtout que justement, le fait qu'il soit replacé ou en tout cas que tout le monde le voit maintenant comme un guard, à cause de la position value, il va chuter, tu vois, très très tôt dans le process. Mbow, c'était un nom qui pouvait sortir en fin de premier tour. Là, depuis qu'il a été mesuré, c'est plus du tout le cas. Il chute vraiment au deuxième et parfois même au troisième tour sur certaines mocks. Donc j'ai envie de te dire, à partir de ce moment-là, ouais, si t'as besoin d'un guard, clairement, c'est un nom qui, moi, me plaît et qui, comme je te dis, vont venir derrière d'autres noms un petit peu plus huppés, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Très bien. Voilà, vous avez l'avis. Il faut que j'arrête de dire voilà parce qu'à chaque fois je le dis quasiment toutes les phrases. Il faut que j'arrive à corriger ça. On va présenter un autre joueur. On a présenté donc Marcus Sembo de Purdue. Et là, on va partir du côté. On traverse les États-Unis et on va aller direction l'Arizona et on va parler de Jonah. Je te laisse le dire. Jonah Savainea. Savainea, d'accord, c'est bon. Maintenant, je vais l'avoir. Après, encore une fois, tu vois, moi, c'est comme ça que je le prononce. Ouais. C'est comme ça qu'on l'a entendu être prononcé toute sa carrière universitaire. Mais les joueurs samoans, une fois en NFL, tu découvres que leur nom, il y a des N qui apparaissent, des Y qui apparaissent. C'est comme ça que tu te retrouves avec un Tua Tagovailoa où maintenant il y a un N et c'est Tuan Vagailoa. J'en sais rien, je comprends rien. Ouais. C'était la même chose pour You Galele, maintenant c'est Ijoun Galele. Ouais. Donc Sur ESPN, c'est drôle parce qu'il n'y en a pas qui dit pareil. Alors c'est magnifique quand au départ il disait Wa Galele et maintenant You Galele ou ouais, maintenant t'as des N à cause des contractions donc j'en sais rien. Il ira en conférence de presse, il dira lui comment ça se prononce. Exactement. Mais à partir de ce moment-là, tout le monde changera. Non, mais écoute, Jonah, c'est un joueur, lui pour le coup, tu vois, on en parlait, c'est un joueur qui a une hype qui est beaucoup plus importante. Même chose que pour Marcus Mbow, c'est un joueur qui jouait tackle, ou qui joue en tout cas tackle, tant qu'il n'a pas pris de rep en guard, on va le considérer comme tel. Donc ouais, Jonah c'est un tackle d'Arizona qui a fait une grosse saison justement à ce poste-là. On est sur un gabarit qui est nettement différent. Hein. Pour le coup, lui, il est à 6'5", 6'4", mais il tend plus vers le 6'5". Gabarit bien plus imposant. Hein. Il est noté là à 336 pounds. Mais donc, c'est une masse. Hein. C'est un très beau bébé. Et forcément, du coup, on a des qualités que, par exemple, Mbow n'a pas. Ou même Jared Wilson n'a pas, qui sont des qualités de puissance. Donc niveau mobilité, c'est pas pire, c'est pas extraordinaire, et c'est d'ailleurs pour ça que je le considère vraiment en tant que guard. C'est que moi personnellement en tackle, je vous le dis, j'aime vraiment pas. Si votre équipe le prend en tant que tackle, bien joué à elle, mais vraiment, il n'y a rien dans son jeu qui m'indique une potentielle domination en fait au poste de tackle. Il y a vraiment des gros soucis au niveau de son footwork. Au niveau technique, Jonah n'y est pas du tout. Et en fait, je me dis vraiment que ses qualités de puissance, cette bonne assise, cette capacité qu'il peut parfois avoir à vraiment détruire son vis-à-vis, moi, elle fait beaucoup de sens en fait au poste de guard. Jonah, c'est un joueur qui est assez jeune. Hein. Il a 21 ans, comme tu l'as écrit sur la fiche. Je sais plus exactement c'est quand son anniversaire. Il faudrait que je regarde. Je dois l'avoir noté quelque part. Tac. Il aura 22 ans en janvier prochain. Donc, il passera une bonne partie de sa saison rookie à 21 ans. T'as le temps de le développer en fait, mais tu vas avoir besoin de ce temps-là justement. D'autant plus si tu le mets au poste de tackle où là pour le coup, comme je te disais, je suis vraiment pas fan. Là où au poste de guard, je serais plutôt d'avis à aller le chercher un petit peu plus tôt, mais tu auras tout de même ce développement, hein, les petits soucis qu'il a, et d'ailleurs je dis petits soucis, mais c'est plutôt des gros soucis sur son footwork qu'il peut avoir au poste de tackle. Tu le ressentiras un petit peu moins au poste de guard parce que c'est des espaces qui sont un petit peu plus petits. Comme je le dis souvent, à gauche ou à droite, tu as ton centre et de l'autre côté, tu as ton tackle.
Donc déjà, ça limite tes déplacements, ça limite aussi tes erreurs de footwork, et c'est notamment quelque chose que j'avais écrit sur son scouting qui reste apparaître sur le site, c'est que il fait des très petits pas. Moi, ça me gêne énormément au poste de tackle, surtout face à des edges qui partent vraiment très loin de toi et avec une explosivité où en fait les mecs en un éclair ils peuvent se retrouver à ton niveau. Mais c'est au contraire ce que tu recherches au poste de guard. Plein de petits pas, des pas lourds, des pas assurés où tu gardes un bon équilibre parce que justement face à toi tu as des defensive tackles plus lourds et parce que justement tu as une aide à ta droite et à ta gauche. Sa mobilité que moi je trouve pas extraordinaire mais qui est correcte, au poste de guard, pareil, elle va faire le taf parce que soit tu vas devoir aller sur ton DT, soit tu montes au backer, mais généralement le backer est dans la boîte, donc tu as un petit peu moins de déplacement à faire pour t'y retrouver. Pour moi, il y a vraiment un potentiel beaucoup plus important au poste de guard pour Jonah qu'au poste de tackle. Maintenant, comme je te le dis, il y aura quand même un travail technique à faire parce que s'il est capable des fois de dominer en fait son vis-à-vis, il y a quand même pas mal de reps où moi il me fait vraiment très peur et je crois que très peur c'est vraiment le terme. Il me semble que sur l'article j'ai écrit frayeur sur certaines reps, il me fait très peur à ce point-là. Donc me dire que il a à côté de lui un tackle et un centre pour l'aider, le fait d'être face à des joueurs qui sont un petit peu moins explosifs, un petit peu moins athlétiques, et le fait qu'ils soient directement au contact pour justement pas les laisser build du momentum, moi personnellement ça me convient beaucoup plus qu'au poste de tackle. Ok, j'ai oublié de te poser la question, puis je vais en profiter là sur Jonah. Lui, ses points forts, c'est quoi? C'est la course, la passe ou qu'est-ce il se démarque sur quoi lui? C'est quoi sa qualité première par rapport aux autres, par exemple? Justement, c'est là encore un truc où ça va vraiment dépendre de son utilisation. Tu vois, par exemple, si tu le laisses au poste de tackle, je peux pas vous dire en mon âme et conscience que c'est un bon pass bloqueur parce que justement, il a trop de défauts qui me font peur. Maintenant, le travail, c'est pas du tout le même au poste de guard. Donc en fait, là, je dirais que c'est un pass bloqueur moyen en tant que tackle. Il pourrait devenir un très bon pass bloqueur au poste de guard parce que justement, il est plus lourd. Il sera moins en danger. Dans ses points forts, comme je te disais, tu as de la puissance, donc tu as un sacré punch, tu as une bonne assise, il a un bon leverage. Donc en fait, tous ces points-là pourraient lui permettre de devenir un très très bon pass bloqueur en fait, au poste de guard. Inversement, en tant que tackle, avec ses qualités-là actuelles, c'était un très bon run blocker en college football parce que justement, il était plus lourd que les edges qu'il avait en face et qui pouvait les dominer. Mais au poste de guard, c'est plus la même histoire. Tu te retrouves face à des defensive tackles dont le taf, c'est de t'arrêter à la course. Ils sont tout aussi physiques que toi, ils sont tout aussi puissants que toi. Parfois, ils sont même plus lourds que toi. Plus lourd, ouais. Est-ce que tu seras capable d'ouvrir les mêmes brèches? Je sais pas. Donc en fait, c'est un très bon run blocker au poste de tackle. Est-ce qu'il sera capable d'être un très bon run blocker au poste de guard en NFL? Peut-être un petit peu moins, tu vois. Donc, il y aura peut-être un petit peu plus de travail à ce moment-là pour affiner son jeu, travailler un petit peu plus technique et être capable en fait de battre des vétérans qui sont dans la ligue depuis 10 ans, qui payent pas de mine parce que les mecs ont peut-être 10 plaquages à l'année, sauf que en fait les mecs te bouchent 2 gaps, tu vois. C'est compliqué à dire, étant donné qu'au college football, je l'ai pas vu évoluer au poste de guard. Ce que moi je peux dire là, c'est que effectivement tu as des qualités de puissance et une mobilité qui est tout à fait acceptable et qui est même potentiellement bonne pour le poste de guard en NFL. Donc je pense que son jeu peut se transposer au poste de guard avec pas mal de réussite, mais comme je te dis, il y a des vrais points techniques où même au poste de guard, il faudra le faire travailler. Je sais plus exactement ce que j'ai dit. J'étais en train justement de finir un petit peu son article là il y a quelques jours. Attends, je te redis ça. Donc ouais, voilà, j'avais dit que je posais un tier 4 et une valeur de 4e tour pour une sélection au poste d'offensive tackle, là où pour beaucoup on le voit au 2e tour. Mais par contre, je lui mets un tier 2 et une valeur de 3e tour au poste d'interior O-line. Donc au niveau de la valeur, on s'y retrouve un petit peu avec un Marcus Mbow. Comme je te dis, c'est deux qualités bien différentes entre l'un et l'autre, avec un Mbow beaucoup plus léger, beaucoup plus mobile et des qualités un petit peu différentes, et un Savainea un petit peu plus puissant,
Mais les deux, tu vois, tu vas devoir les polir, tu vas devoir travailler avec eux. Les deux sont jeunes, donc à toi de voir ce que tu préfères. Mais Bien sûr. vraiment, pour le coup, Savainéa, moi j'aime bien, mais il y a vraiment des choses qui me font flipper dans son jeu, tu vois. Ouais. Le truc, c'est que beaucoup de monde l'annonce en tant que tackle border fin de premier et début de deuxième, quoi. Hein, moi, c'est catastrophique. Je te le dis, hein, si une équipe le d'accord. prend, elle fait jouer tackle droit, c'est catastrophique. Et il y a longtemps que j'ai pas été aussi peu emballé par un prospect au poste de tackle. Tu vois, tu as des mecs comme Ekwonu ou cette année Membu sur lesquels je te disais, ok, tackle, ça va être compliqué d'en faire quelque chose. Il va y avoir besoin de beaucoup de travail avant qu'ils puissent faire quelque chose, mais le potentiel est là. Par contre, je préfère les avoir guard. Tu vois, Savainéa, c'est pas ça du tout. Savainéa, je pense qu'il a aucun avenir en tant que tackle parce que il y a vraiment, je vous dis, sur certaines reps, il me terrifiait. Je me dis qu'en NFL, face à des mecs plus athlétiques, plus explosifs, plus techniques, tout aussi puissants, il va prendre l'eau, quoi. C'est pas lui faire un cadeau. C'est pas si lui faire tu un veux cadeau, le laisser, si tu veux le laisser en charge de protéger ton QB qui te coûte des centaines de millions de dollars, mon gars, prends le risque. Mais moi, franchement, je te dis, hein, en tant que tackle, moi, je l'ai tier 4. Hein, il est derrière vraiment plein de monde, mais plein de monde. Tu vois. Mais des fois, ils les annoncent très haut. Des fois, la draft, c'est un peu bizarre, hein, parce qu'on annonce très haut des joueurs, puis d'un seul coup, ils chutent. Je sais plus si on se rappelle l'année dernière, on annonçait en intérieur O-line le guard ou le centre de Georgia. J'ai plus son nom. J'ai plus son nom. Cédric Van Pran. Van Pran, voilà, qu'on annonçait très très haut, qu'on annonçait et il a chuté, je crois, au 3 ou 4e, 4e tour, je crois. Hein, et c'est les Bills qui l'ont récupéré. Il est en couveuse. Il est en train de travailler. Il est très bien. C'est ça. En plus, c'était un joueur qui pouvait se blesser de temps en temps et tout, donc là, ils le mettent tranquillement à se préparer, prendre du physique et apprendre derrière. Et Van Pran, il ne faudra pas être surpris de le voir dans quelques années. Ça se trouve qu'il sera un top joueur sur la O-line des Bills. Hein. Mais tu vois, ça me fait marrer que justement tu reparles de ça parce que on en parlait il y a quelques jours. Ton gars Kingsley Suamataia, c'était un peu la même chose. Si tu te rappelles, il me donnait vraiment cette frayeur au poste de tackle où je le voyais pas du tout. C'est le côté Samoan, ça. Non, mais pas que, tu vois. Regarde Taliese Fuaga, j'ai pas de problème. Bien sûr. Non, je le disais même que. Je sais, mais tu vois, je le disais même que si j'avais su qu'il était capable de jouer à gauche, ça aurait été mon tackle 1 de la dernière QV. Et la preuve, c'est que les Saints aujourd'hui le font jouer à gauche et ils ont eu le nez fin. Mais donc vraiment, avec Savainéa, c'est marrant parce que justement, j'ai ces mêmes frayeurs au poste de tackle, là où par contre, je lui vois un vrai potentiel en tant que guard après un petit peu de travail. Donc c'est pour ça me fait marrer parce que le parallèle, il est là aussi par rapport à un gars de chez toi, tu vois. C'est sûr. Très bien. Et ben voilà, on a été complet sur Jonas Savainéa. Voilà, j'ai bugué. Ça y est, j'ai bugué. C'est pas grave. Au moins, t'essayes. J'ai essayé. C'est important. Les joueurs ne doivent rien lâcher et nous non plus. On y va, on enchaîne, on repart du côté de la Géorgie et on va partir à Georgia. On va parler d'un second joueur de Georgia dans cet épisode et on va parler de Tate Ratledge, donc le guard expérimenté, on va dire, de Georgia parce que le mec a déjà 23 ans. 6'6", 320 LBS. Là, il y a un beau bébé. Alors, c'est les mesures que j'avais avant Combine, hein, bien évidemment. Donc, Ryan, si tu as des mesures plus précises que moi, tu n'hésites pas à corriger. Moi, j'ai mis expérience parce qu'on ne peut pas le nier. Ce mec-là a vraiment une expérience de fou et c'est un joueur très, très solide. Ouais. Et tu fais bien de le dire, très solide. C'est pour moi le point qui le caractérise dans cette QV. Comme je t'ai dit, on a des profils qui sont très différents. Justement, Tate, c'est là où il brille, c'est que justement, il est extrêmement solide. Il a un plancher qui est beaucoup plus élevé, à mon sens, que d'autres prospects. Tes mesures, elles sont valides sur la taille, pas sur le poids. Là, apparemment, il est redescendu à 308 pounds. Donc, je pense que c'est pour se préparer pour le combine, avoir un petit peu des meilleurs perfs athlétiques. Pendant la saison, il tournait plutôt autour des 310, 312. Donc, ça change pas énormément. C'est quelques kilos de différence. Et je pense qu'il sera tout à fait capable, selon
le système dans lequel il joue, soit de reprendre ces quelques kilos ou plutôt de rester à ce poids-là pour rester un petit peu plus mobile. Tu l'as dit, effectivement, il y a de l'expérience, il y a un âge qui est plus avancé, on est beaucoup moins sur le délire de projet. Il a 23 ans, il aura 24 en la fin avril, juste après la draft, le 26 avril, il passe ses 24 ans. Donc il sera effectivement plus âgé, il fait partie des joueurs les plus âgés de la draft. Maintenant, comme je te dis, c'est pas du tout le même profil de joueur que les deux dont on vient de parler. Tu as beaucoup moins ce côté projet et tu as beaucoup plus ce joueur qui sera capable, dès sa draft, de s'intégrer sur une O-line. Et ça, peu importe le système, c'est important de le dire, que ça soit aussi bien une offense axée power run que zone run, ou plutôt orienté passe. Tate, il sera capable en fait d'y aller et de s'intégrer. Il est solide en situation de passe, il est solide en situation de course, capacité athlétique, Georgia, donc forcément le mec est très mobile. Contrairement à Wilson, lui il a des capacités en termes de puissance qui peuvent justement lui permettre d'évoluer dans n'importe quel système. Mais voilà, l'interrogation autour de Tate Ratledge, ça va être l'inverse, c'est sur son plafond. Tu sais ce que tu draftes, tu sais pas comment il va se développer. Je lui ai noté des très 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 gros problèmes de footwork. Pour moi, c'est le point numéro 1 à travailler pour lui. Son footwork qui vient en fait parasiter tout son jeu. Vous pourrez aller lire l'article qui sortira. Il est prévu, je sais plus, je crois dans une semaine ou deux. Donc je rentrerai beaucoup plus dans les détails parce que sinon là on va faire 20 minutes sur lui. Mais il y a vraiment, vous voyez son footwork comme étant son principal défaut. Il y a beaucoup de choses qui sont englobées dans ce footwork qui viennent vraiment parasiter plein de situations, plein de points où en fait Ratledge pourrait être un joueur beaucoup plus important, beaucoup bien meilleur, avec un potentiel bien plus important si tu réussis à régler ce problème de footwork. Le problème, c'est que vu son âge, vu que cette progression en termes de footwork, moi je ne l'ai pas vu sur cette saison, il y a des interrogations. Est-ce qu'il a atteint son plafond ou est-ce qu'avec un coaching staff un petit peu plus pro-ready, avec un coaching staff plus de meilleure qualité, un coach de position taillé pour le monde pro qui va lui donner justement des petits tips. Il suffit qu'il tombe dans une équipe qui a justement déjà un guard vétéran qui sera capable de lui donner des petites techniques, ou un mec, tu vois, un mec calibre Hall of Fame qui est passé par cette équipe-là et qui va justement aller en fait dans ses DM, lui donner 2-3 petits trucs, tu sais, les mecs qui sont présents autour de l'équipe, qui gravitent un petit peu, qui seront capables de justement lui apporter des petites choses. Tu peux te dire qu'en fait Tate pourrait être un joueur bien plus important et avec un plafond potentiel de pro bowler. Ça, c'est si tu vois le verre à moitié plein. Si tu vois le verre à moitié vide, tu peux très bien te dire qu'en fait Tate ne progressera plus et il va stagner en fait sur un plafond de joueurs solides en NFL. C'est pas pire, tu vois, ce genre de profil-là, tu les veux dans ton équipe. À minima, ça sera un joueur de rotation, mais tu sais, c'est le genre de mec qui va faire 6, 8 ans en fait dans la ligue en passant d'équipe en équipe, qui peut jouer partout. T'as un mec qui se blesse en guard gauche ou guard droit, tu le mets en fait et il va être capable de colmater un petit peu, de se mettre au niveau des mecs qui sont autour de lui. C'est-à-dire que si tu as des mecs qui sont très très forts autour de lui, il va juste être là pour colmater justement les petites brèches, venir les aider et aider en fait ta ligne à être meilleure. Si vraiment par contre tu n'as personne sur la ligne, par défaut, son plancher fera qu'il va améliorer ta ligne parce que lui au moins il sera capable de à minima faire le job. Donc c'est vraiment un profil qui est complètement différent. C'est vraiment un profil où selon l'équipe et selon ce qu'elle recherche, va potentiellement être pris plus haut que la valeur qu'on a sur lui ou plus bas, tu vois. Ça va vraiment dépendre de l'équipe. Une équipe qui est déjà contender, avec aucun need, avec une bonne ligne offensive, mais qui cherche une option de rotation, peut-être qu'il peut partir au deuxième tour, tu vois. Inversement, une équipe qui veut tout miser sur le potentiel parce que justement elle a aucun need et que ce qu'elle cherche, c'est un mec qui est pas prêt, c'est un mec à mettre en couveuse, elle va le laisser complètement tomber, tu vois. Donc vraiment, ça va vraiment dépendre de l'équipe qui recherche un profil spécifique. Mais pour le coup, moi, Ratledge, c'est vraiment un mec que je vois partir à partir du troisième tour, à milieu, fin de troisième, jusqu'à après début du quatrième, quoi. Mais s'il glisse un petit peu plus, je pense qu'il va pouvoir rendre quelques services. Tu vois, je
je te dis une connerie, hein, je sais que les Rams aiment bien ce genre de profil, tu vois, parce que c'est des mecs qui peuvent être disponibles au début du 3e jour. Donc ça leur coûte pas très très cher et en fait le mec va être capable tout de suite de venir et d'améliorer en fait leur rotation, venir améliorer leur escouade de O-line. Donc j'ai ça là qui vient de passer en tête. J'ai une équipe comme les Bengals qui a déjà beaucoup investi sur leur O-line depuis plusieurs années et qui peut-être va vouloir aller le chercher histoire de se dire que à droite de la ligne pour protéger Burrow, tu peux avoir Rutledge et Mims qui ont déjà joué plusieurs années ensemble. Tu vois, c'est le genre de move intelligent que tu peux avoir en fin de 2e jour, début de 3e jour. Moi, de toute façon, j'aime le joueur, j'aime ces joueurs-là où tu sais, alors il y a l'âge bien évidemment, mais moi l'âge, j'y accorde pas trop d'attention, moins que toi, parce que je me dis, la preuve, hein, l'année dernière, il y avait que des vieux QB et ils ont tous performé quasiment en NFL, donc tant mieux, hein, mais après c'est pas toujours le cas, on est d'accord, hein, pas toujours le cas. Mais moi, ce que j'aime, c'est ce type de joueur, c'est quoi là, tu lui demandes d'être là, il sera là, point barre, il va pas être étincelant, il va pas être il va se mettre au niveau de son équipe et il va aider ton QB, il va aider ta O-line et tu seras, voilà, comme tu dis, son plafond, bien sûr, il aura peut-être pas un plafond élevé, mais le mec, il est capable de faire 10 ans en NFL derrière et c'est parti tranquille, il aura fait sa carrière et voilà. Donc moi je lui souhaite le meilleur parce que j'adore le joueur, son style coupe mulet avec la petite moustache, en plus c'est un régal à regarder. Donc non, franchement c'est vraiment un joueur que j'apprécie et c'est vrai que l'idée avec Mims et puis lui de chaque côté, ça pourrait avoir de la gueule chez les Bengals parce que c'est des gens qui se connaissent par cœur, quoi. Ça pourrait avoir de la gueule et surtout, comme je te dis, en fait, ça te coûterait pas trop cher, quoi, d'aller le chercher au 3e tour, par exemple. Ça te permet pour les Bengals de continuer à te renforcer avec tes 2 premiers tours et de te faire un petit choix comme ça au 3e. Je trouve que ça pourrait avoir du sens. Maintenant, tu vois, c'est ce que tu as dit, on n'a aucune idée de son plafond, mais justement, j'ai dans un coin de ma tête l'idée de me dire que s'il progresse sur son footwork, ça pourrait devenir un excellent joueur. Genre vraiment excellent, mais c'est le gros problème et de toute façon, tu liras la fiche quand elle sera sortie et tu verras ce que je veux dire. Mais il y a une interrogation, mais en fait, il y a un monde dans lequel Rutledge peut être un des styles de la draft, tu vois. Exactement. Et on en a des joueurs comme ça. Hein. La dernière, tu l'avais annoncé, toi, avec Pouni, qui était un peu vieux et tout. Tu disais, oui, voilà, il va pas être pris dans les premiers, mais l'équipe qui va le prendre sera pas déçue. Dominique Pouni, la preuve, les fans des Niners ont dit, on a fait le style de la draft. Oui, parce que sur leur O-line, ils avaient besoin. Et le mec, il est tout le temps titulaire, quoi. Donc à voir. Je dis pas que ça sera un Dominique Pouni parce que c'est pas la même taille, c'est pas le même joueur non plus. Hein. Lui quand même, c'est un beau bébé. Hein. Comme tu dis, c'est un gars de Georgia, c'est costaud, c'est grand, c'est plutôt des beaux bébés, quoi. C'est plutôt des beaux bébés. Il y a des centres qui vont faire petit à côté de lui. Ça c'est clair. Et on y va, on va présenter le dernier parce que cet épisode ne pourrait pas ne pas avoir le meilleur intérieur O-line pour moi de cette draft. Et lui, il va être vraiment border même fan premier tour ou premier tour si une équipe est vraiment amoureuse de lui. Et on va parler tout de suite, Ryan, et on finit l'épisode avec Tyler Booker. Voilà, moi j'ai mis valeur sur le mec. C'est là, c'est école Bama bien évidemment. Même si ça a changé de coaching staff et tout ça. Mais c'est l'école Bama. Il a été pris quand c'était Nick Saban qui était là. Voilà. Bref, ce joueur est monstrueux. Pour moi, c'est... De toute façon, j'adore la O-line, j'adore le poste de centre. Mais centre, guard, tackle, c'est vraiment les postes que j'adore. Et ce joueur-là, moi comment je pourrais dire, j'aime regarder ce style de joueur parce qu'il te surprend toujours. Et c'est ça que j'adore, quoi. Écoute, moi c'est très clair. Si Tyler Booker était un petit peu meilleur en termes de mobilité, ça serait tout simplement mon guard parfait. C'est le profil que j'imagine quand je pense à un guard. Ultra dominateur. Physiquement, il te broie des mecs. J'adore ça. L'impression qu'il m'a laissé quand j'ai regardé ses tapes, c'est simple. J'avais plus eu cette impression depuis justement Fuaga ou un Dawan Jones de me dire en fait le mec est prêt. Le mec est tout simplement prêt pour la NFL. Son seul défaut, c'est cette mobilité où effectivement il est un petit peu lent. Mais en fait, même ça,
j'arrive pas à le considérer comme un défaut dans le sens où ton équipe a besoin d'un guard. Peu importe ton système, tu vois, c'est justement, on en parlait pendant la mock draft où beaucoup de gens me disaient ouais, mais en schéma de zone, mon gars, prends Tyler Booker. Même s'il sera un petit peu moins bon sur certains de tes jeux de zone, le mec va immédiatement améliorer ta O-line sur tous les jeux de passe et sur tous les jeux de type power run ou même dans des offenses qui jouent pas mal de zones. Parfois, tu as besoin de ces profils-là quand tu arrives en red zone, que tu fais rentrer un personnel plus lourd et que tu as besoin d'ouvrir des brèches sur 1 ou 2 yards pour aller te chercher ce first down, pour aller te chercher cet TD-là. Bah, contrairement à d'autres O-line, tu peux en fait faire courir le mec derrière Booker parce que tu sais que Booker va t'ouvrir les brèches. Faut pas oublier, hein, parce que encore une fois, on me dit qu'il est lent. Bien évidemment, j'ai même des ralentis bien en tête du moment où cette mobilité-là de Tyler Booker elle pose problème. Le mec a joué avec Jalen Milroe en QB. T'avais pas plus mobile dans tout le college football, et c'est ce mec-là qui faisait ses décrochements sur les QB power et ce genre de trucs-là. Et je l'ai noté d'ailleurs dans son article. Vous verrez que oui, effectivement, c'est une vraie faiblesse de Tyler Booker, mais le fait est qu'il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop dominant pour laisser passer ce mec-là si vous avez un besoin en guard, peu importe le système où vous jouez. Ça va peut-être pas fit à 100%, mais le mec est juste beaucoup trop au-dessus des autres sur cette classe de draft-là pour ne pas le prendre, même s'il ne fit pas avec votre système. Il est dominant sur les jeux de passe, mais dominant sur les jeux de course, c'est un euphémisme tellement il malaxe des mecs. 6'5", 325 pounds, le mec est grand, lourd, puissant. Il a que 20 ans. Il va avoir 21 ans en avril. C'est-à-dire que le mec a même pas encore commencé à builder ce qu'on appelle une force d'homme. Tu sais, c'est encore un enfant. C'est encore un enfant. J'allais dire la même chose. Tu vois ce qu'on dit souvent, oui, un jeune, il peut être athlétiquement très fort, mais ce qu'on dit souvent que les darons, ils ont une force qui est différente, ben, c'est la vérité. C'est qu'une fois que tu passes 25, 26, 27 ans, ta force change un petit peu. Booker a 20 ans. Il a été capable de dominer de la tête et des épaules dans l'une des meilleures conférences du football universitaire face à des gabarits qui se rapprochent, à mon sens, le plus de ce que tu vois en NFL. Il les a démontés à 20 ans. Donc, c'est-à-dire que là, vous n'avez même pas le délire de vous dire c'est un projet à mettre en couveuse. Le mec vient, il est titulaire. À la fin de son contrat rookie, il aura 24 ans. C'est énorme. C'est incroyable. C'est Donc, incroyable. ouais, tu as ce problème de mobilité. Mais au bout d'un moment, faudra pas chialer s'il finit, je sais pas moi, par tomber, comme on le disait chez les Ravens, et qu'en fait, le jeu au sol des Ravens, vous chialez parce que Derrick Henry il prend 4 yards, comme c'était le cas pour Saquon Barkley, avant même de se faire toucher. Ou même Lamar, parce que Lamar peut courir derrière lui et comme Milroe le faisait, quoi. Hein, donc c'est avec l'intelligence de Lamar, parce que Milroe est pas au niveau de Lamar. Hein, faut... donc, au bout d'un moment, moi je vous dis, hein, il y a vraiment des moments où il faut arrêter de trop réfléchir. Ouais. Son seul défaut, c'est que le mec est lent. Et je peux comprendre que ça fasse peur. Hein. Je suis le premier à critiquer les O-line qui sortaient de Bama parce que justement, il y a un vrai souci de mobilité. Et je l'ai toujours dit. On l'a vu avec JC Latam. Evan Neal, c'était pareil. À l'époque, Chance Varmack au Titan, j'étais le premier à dire que les soucis de mobilité, ça me dérangeait. Mais franchement, Booker, vous pouvez me sortir toutes les stats que vous voulez de 40 yards, de machin. Sur les images, ce manque de mobilité-là, je l'ai ressenti quelques fois, vraiment. Mais c'est pas un souci, en fait. C'est vraiment pas un souci. Et le mec, vraiment, moi, je vous dis, il lui manque un petit peu de mobilité et ça serait mon garde parfait. Je ne demande rien d'autre à un garde que ce que je voyais chez Tyler Booker. C'est ce côté extrêmement dominant, ce côté, en fait, je vais te piétiner pendant 4 quarts temps et tu vas rien faire. Eh oui. Eh oui. Eh oui. C'est ça, un talent. Et je le fais comme ça, je le dis pour les fans du PSG. Il est plus jeune que Barcola, les gars. J'avais envie de glisser ça, ça n'a rien à voir. Des dédicaces à Elio. Je plaisante, bien évidemment. Donc, franchement, voilà, Tyler Booker, j'ai encore dit le mot, voilà. Tyler Booker est vraiment incroyable. Moi, j'aime ce joueur, j'aime sa façon de jouer, j'aime beaucoup de choses chez lui. Alors, bien évidemment, quand on aime quelqu'un, on voit moins ses défauts. Je suis d'accord, mais vous avez votre intérieur all-line pour des années. Il vous coûtera peut-être très cher
à la fin de son contrat rookie, mais vous savez pourquoi vous le paierez. Et nous, on le voit bien avec Trey Smith, on le paye, on le tag, et c'est pas pour rien. Et quand vous avez un guard d'une grande qualité, moi je rêverais d'avoir encore Joe Tunney à Kansas City. On ne l'a plus. Et ben moi je suis limite s'il est dispo d'aller le chercher et de le faire jouer en week one. Mais après voilà, on peut pas. Voilà, faut comme donner la chance à nos petits jeunes malgré tout. Même si pour moi s'il est dispo et que Kansas City va le chercher, je serais très 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 content. Je serais très content. Moi, je te dis, hein, il y a un monde où si t'es GM des Patriots, moi je prends tackle guard, il n'y a aucun souci. Hein. S'il est là au second tour pour les Pats, je sais pas, il pique en combien au second tour. Tu peux très bien partir et prendre tackle guard. Et même monter pour aller chercher, hein, si tu as peur que quelqu'un, avant les Ravens, le prenne, tu montes avant. Tu peux remonter du deuxième là, ça ne veut pas leur coûter non plus une fortune. C'est possible, hein, c'est Moi, possible. je te dis franchement, si t'as un monde où tu peux finir avec un côté gauche de ta ligne, Will Campbell, Tyler Booker, l'upgrade il est maximal. Hein. C'est du jour au lendemain, c'est le jour et la nuit. Hein. Là, il est comme ça, Drake, mais après. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. On en Après, parlera. On verra plus tard. Après, ma foi, moi, je n'habite pas à 30 km de Syracuse, donc Exactement. donc qu'est-ce que j'y connais? Alors, on va refaire le point sur cet épisode. Donc, on a parlé tout simplement de Tyler Booker d'Alabama. Ensuite, on a parlé de Marcus Embo de Purdue, Jarrett Wilson de Georgia, le centre de Georgia. On a parlé de Jonah Savainea, le guard ou offensive tackle d'Arizona. Et on a parlé de Ted Ratledge, le guard expérimenté de Georgia. Ryan, je te remercie pour cet épisode. N'hésitez pas donc à suivre Ryan Scoot sur voilà, ça défile sur X. Il faut le suivre, il faut le taguer, allez lui poser des questions, il vous répondra. Voilà, il vous présente les fiches draft. Allez-y, suivez le code Twitter de The Trick Play. Le soir de la draft, The Trick Play, même les 3 jours seront en live, donc n'hésitez pas. C'est vraiment, il faut leur donner de la force à tout le college football. Parce que sans eux, on saurait pas tout ça. On en apprendrait beaucoup moins. Et moi, j'apprends beaucoup chaque année grâce à la team The Trick Play, même sur l'histoire du college football. Gus, l'historien, Baptiste et tout ça. Donc, on leur fait un coucou à tous. Ryan, merci pour cet épisode sur les intérieurs O-line. Merci à toi. Je te souhaite une bonne soirée. À bientôt. Et n'hésitez pas à relayer et à partager tout l'épisode. Mettre des commentaires sur YouTube aussi. N'hésitez pas. Je vous laisse, que Dieu vous garde. À bientôt. Ciao tout le monde.